Au printemps dernier, mon voisin et moi avons planté nos jeunes plants de tomates le même week-end. Même variété, même terre, même quantité de soleil. Nous avons même acheté nos plants dans la même pépinière en bas de la route. À la mi-avril, nos deux jardins se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Deux rangées de fragiles tiges vertes s'élevant vers un ciel qui n'avait toujours pas tout à fait décidé si l'hiver était terminé. Puis vint la nuit du 19 avril. Les prévisions annonçaient des températures descendant jusqu'à 2 degrés à 3 heures du matin. Mon voisin a fait ce que la plupart des gens font. Elle a recouvert ses plantes d'un vieux drap, a adressé une petite prière à n'importe quel dieu qui veille sur les jardins et est allée se coucher. J'ai fait quelque chose de différent. J'ai fait quelque chose qui, si vous m'aviez vu le faire, vous aurait probablement fait rire. J'ai disposé un cercle de vieilles bouteilles en plastique autour de chacun de mes plants de tomates. Des bouteilles en plastique noir, remplies d'eau, posées dans la terre comme une sorte de rituel bizarre. Pas de serre. Pas de chauffage électrique anti-gel. Pas de spray de protection contre le gel coûteux du centre de jardinage. Juste des bouteilles. Le lendemain matin, je suis sorti à 6 heures du matin. Mon voisin était déjà dans son jardin, agenouillé dans la boue. Elle avait perdu 11 de ses 14 jeunes plants. Tiges noircies, tissus effondrés, le genre de dommage cellulaire qu'aucune quantité de soin ne peut inverser une fois que cela se produit. Elle m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir des mois d'attente se dissoudre du jour au lendemain. Mon jardin était intact. Chaque plante était vivante. Les feuilles toujours dressées vers le haut, les racines toujours chaudes, les tiges toujours fermes. Elle m'a demandé ce que j'avais fait. Quand je lui ai dit « bouteilles en plastique, peinture noire, eau », elle m'a regardé pendant un long moment et a dit « c'est tout ?» Et j'ai dit « oui, c'est tout. » 3 $ de peinture en aérosol sur des bouteilles que j'ai sorties de ma poubelle de recyclage. C'est ce qui a séparé un jardin vivant d'un jardin mort le matin du 20 avril. Mais voici ce que je ne lui ai pas dit à ce moment-là. Parce qu'il aurait fallu trop de temps pour expliquer par un matin froid dans un jardin mort. Ce que j'ai utilisé cette nuit-là n'était pas une astuce de jardinage. Ce n'était pas un truc, un conseil ou une astuce de pro. Ce que j'ai utilisé, c'était de la physique. Plus précisément, c'était un principe si fondamental, si bien documenté, si indéniablement efficace que la NASA en utilise une version pour protéger les engins spatiaux des températures extrêmes dans l'espace. Un principe que les agriculteurs des Andes ont découvert il y a 600 ans sans la moindre équation. Un principe que l'industrie des serres, qui pèse 50 milliards de dollars, a passé 40 ans à s'assurer que vous ne pensiez jamais à appliquer vous-même. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement pourquoi ces bouteilles noires ont fonctionné. Vous allez comprendre la science suffisamment bien pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et vous allez repartir en sachant que l'équipement dont vous avez besoin pour protéger votre jardin du gel, pour le reste de votre vie, se trouve déjà dans votre poubelle de recyclage. Commençons par le début. Et le début n'est pas dans un jardin. Il se trouve dans les montagnes d'Amérique du Sud, 400 ans avant l'invention du plastique. Dans les hautes plaines des Andes, une région appelée l'Altiplano, qui s'étend sur le Pérou et la Bolivie moderne, les agriculteurs cultivent des récoltes à des altitudes supérieures à 3800 mètres depuis des siècles. Si vous n'êtes jamais allé à cette altitude, laissez-moi vous brosser le tableau. L'air est raréfié. Le soleil est brutal pendant la journée, rayonnant avec une intensité qui brûle la peau exposée en quelques minutes. Et les nuits sont sauvages. Même en été, les températures sur l'altiplano peuvent chuter en dessous de 0 après le coucher du soleil, parfois en quelques heures. Il n'y a pas de transition douce entre le jour et la nuit là-haut. Le froid arrive comme une porte qui claque. Et pourtant, pendant des générations remontant à la civilisation Tiwanaku vers 500 après J.O.Z., les agriculteurs de l'altiplano cultivaient des pommes de terre, du quinoa et du maïs
dans des conditions qui auraient dû être impossibles. Les archéologues qui ont fouillé la région dans les années 1980 ont trouvé quelque chose qui les a glacés. Et je le dis presque littéralement. Autour des anciens champs de culture, ils ont découvert des systèmes élaborés de plates-bandes surélevées, séparées par des canaux d'eau. Les canaux d'eau absorbaient le rayonnement solaire pendant la journée et libéraient lentement la chaleur stockée pendant la nuit, gardant le microclimat autour des cultures sensiblement plus chaud que l'air libre. Certaines versions reconstruites de ces systèmes, testées par des chercheurs de l'Université du Wisconsin dans les années 1990, ont montré des différences de température allant jusqu'à 2 degrés C à 4 degrés C à l'intérieur du système de canaux par rapport à l'extérieur. À cette altitude, cette marge est la différence entre une récolte et une catastrophe. Mais les systèmes de canaux étaient des infrastructures à grande échelle. Ce que les agriculteurs faisaient individuellement au niveau des semis était plus simple et à certains égards encore plus élégant. Ils plaçaient des pierres de couleur sombre, de la roche volcanique quand ils pouvaient en trouver, car la roche volcanique est dense, sombre et retient exceptionnellement bien la chaleur, directement autour de la base de leurs jeunes plantes les plus vulnérables. Pas pour la décoration, pas par tradition. Parce qu'ils avaient observé, au fil des générations d'observations attentives, que les plantes entourées de pierres sombres survivaient aux nuits qui tuaient tout le reste. Ils n'avaient pas le terme masse thermique. Ils n'avaient pas l'équation de la capacité thermique massique. Mais ils avaient quelque chose d'aussi puissant, quelques centaines d'années d'attention. Ces connaissances ne sont pas mortes avec l'Empire Inca. Elles ont voyagé. Les colons européens dans les régions de haute altitude d'Amérique du Sud en ont adapté des versions. Des documents de missionnaires jésuites des années 1600 décrivent des pratiques agricoles indigènes, avec des pierres sombres et des récipients d'argile remplis d'eau placés autour des cultures, bien que les missionnaires aient consigné ces observations avec la curiosité détachée de personnes qui ne comprenaient pas pleinement ce qu'elles voyaient. Les connaissances ont persisté dans les communautés agricoles des régions froides du monde, non pas comme une science écrite, mais comme une pratique héritée. Des grands-mères racontant à leurs filles, des agriculteurs montrant à des apprentis. Le genre de connaissance qui vit dans les mains et les habitudes plutôt que dans les manuels scolaires. Puis est venu le XXe siècle, et plus précisément la révolution agricole d'après-guerre que nous appelons maintenant la Révolution verte. Entre les années 1950 et 1970, l'agriculture industrielle s'est développée à un rythme qui a remodelé l'ensemble de la relation entre les êtres humains et la production alimentaire. Semences hybrides, engrais synthétiques, récoltes mécanisées, et pour la protection contre le gel, la réponse est devenue l'infrastructure. Serres, polytunnels, systèmes de chauffage électrique, tissus de couverture de rangées conçus dans des laboratoires pétrochimiques. Le message, transmis non pas par une conspiration unique, mais par l'économie tranquille d'une industrie trouvant son marché, était clair. La solution à votre problème météorologique est un produit que vous pouvez acheter. Il y a eu un bref moment de résistance. Dans les années 1970, le mouvement de retour à la Terre, une vague de personnes vaguement connectées quittant les villes pour cultiver, s'installer et revendiquer l'autosuffisance, a commencé à redécouvrir d'anciennes techniques. Des livres comme l'Encyclopédie de la vie à la campagne et des publications du Rodale Institute ont documenté des méthodes de protection contre le gel à faible coût, y compris la masse thermique avec des conteneurs remplis d'eau. Pendant environ une décennie, ces connaissances ont eu une plateforme. De petits magazines agricoles ont publié des articles sur des cruches peintes en noir et des cloches remplies d'eau. Des jardiniers expérimentaux les ont testés et ont fait part de leurs commentaires. Les résultats étaient cohérents et clairs. Et puis, les années 1980 sont arrivées. L'industrie des serres s'est consolidée. Les jardineries se sont développées. Le modèle de vente au détail pour le jardinage domestique
c'est résolument orienté vers la vente de produits plutôt que le partage de principes. Les articles sur les cruches d'eau ont disparu des magazines. Les chapitres sur la masse thermique ont été supprimés des nouvelles éditions des livres de jardinage. Non pas parce que la technique a cessé de fonctionner, parce qu'il n'y avait pas d'argent à gagner en enseignant aux gens que leur bac de recyclage était déjà un système de protection contre le gel. Ce que les agriculteurs de l'Altiplano savaient en 500 après J. Pansesse, ce que le mouvement de retour à la Terre s'est brièvement souvenu en 1974 est toujours vrai aujourd'hui. La physique n'a pas de modèle commercial. La capacité thermique ne facture pas de frais d'abonnement. Et la bouteille sombre qui se trouve dans votre cuisine en ce moment attend de faire exactement ce que ces pierres volcaniques ont fait il y a 6 siècles. Retenir l'énergie du soleil assez longtemps pour garder quelque chose en vie pendant la nuit. La question est, pourquoi cela fonctionne-t-il réellement? Et cette réponse nous oblige à parler de quelque chose que la plupart des gens ont rencontré pour la dernière fois dans une salle de classe de lycée et ont immédiatement oublié. Cela nous oblige à parler de la physique de la chaleur elle-même. Commençons par parler de la couleur, car c'est là que l'intuition de la plupart des gens est en fait correcte, mais seulement en surface. Demandez à n'importe qui pourquoi les objets noirs deviennent plus chauds au soleil, et ils vous diront, à juste titre, que le noir absorbe la chaleur. Mais cette réponse, bien que vraie, est incomplète d'une manière qui compte énormément lorsque vous essayez de concevoir un microclimat dans votre jardin à minuit. L'énoncé le plus précis est le suivant. Les surfaces noires absorbent le rayonnement électromagnétique sur le spectre le plus large possible. Lorsque la lumière du soleil frappe une surface, elle arrive sous forme d'un mélange de longueurs d'onde. Lumière visible, rayonnement proche infrarouge, ultraviolet. Une surface blanche ou réfléchissante renvoie la plupart de ces longueurs d'onde. Une surface noire les convertit. Elle capte le rayonnement entrant et le transforme en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur stockée dans le matériau lui-même plutôt que renvoyée dans l'atmosphère. Les mesures en laboratoire situent l'absorptivité solaire d'une surface noire mate entre 95 et 98%. Cela signifie que pour 100 d'unités d'énergie solaire arrivant à la surface de votre bouteille noire, par un clair après-midi de printemps, 95 à 98 de ces unités sont captées et converties en chaleur stockée. Une bouteille blanche dans des conditions identiques capte peut-être 20 à 30 unités. La différence n'est pas marginale. C'est la différence entre un collecteur solaire passif et un réflecteur solaire passif, et elle est entièrement déterminée par une simple couche de peinture en aérosol. C'est le principe avec lequel les ingénieurs thermiques de la NASA travaillent chaque fois qu'ils conçoivent un vaisseau spatial. Les surfaces extérieures des satellites et des sondes spatiales sont soigneusement conçues avec des valeurs d'absorptivité et d'émissivité spécifiques, en fonction de ce que ces surfaces doivent de faire. Absorber la chaleur du rayonnement solaire, rejeter la chaleur dans le froid de l'espace ou maintenir une température interne stable à travers des cycles de soleil intenses et d'ombre profonde. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, utilise un pare-soleil à 5 couches, recouvert de matériaux spécialement sélectionnés pour leurs propriétés de gestion du rayonnement. La physique est identique à ce qui se passe sur votre bouteille en plastique noir. L'échelle et la précision sont différentes. Le principe sous-jacent est exactement le même. Mais c'est là que cela devient intéressant, et que la plupart des explications désinvoltes de cette technique s'arrêtent. La couleur de la bouteille explique pourquoi elle chauffe efficacement pendant la journée. Elle n'explique pas entièrement pourquoi elle garde vos plantes au chaud la nuit. Pour cela, vous devez comprendre quelque chose de ce qui se trouve réellement à l'intérieur de la bouteille. Et pourquoi l'eau est l'une des substances thermiquement les plus remarquables de la planète. L'eau a une capacité thermique massique de 4186 joules par kilogramme par degré Celsius. Si ce chiffre ne signifie encore rien pour vous,
Laissez-moi vous donner une comparaison qui le rendra concret. La terre sèche d'un jardin a une capacité thermique massique d'environ 800 joules par kilogramme par degré Celsius. La roche de granit arrive à environ 790, le sable sec à environ 830. Ce que cela signifie en termes pratiques, c'est que l'eau peut absorber et stocker plus de 5 fois plus d'énergie thermique que la même masse de terre ou de roche avant que sa température n'augmente d'1 degré. Il faut une énorme quantité d'énergie pour chauffer l'eau et surtout, il faut une quantité d'énergie tout aussi énorme pour la refroidir. Une bouteille en plastique standard de 2 litres, remplie d'eau, pèse 2 kg. Pendant une journée de printemps clair, avec de la peinture noire maximisant l'absorption solaire, cette bouteille peut absorber et stocker une quantité importante d'énergie thermique. Une énergie qui a nécessité des heures de soleil pour s'accumuler. Lorsque le soleil se couche et que les températures de l'air commencent à baisser, cette énergie stockée ne disparaît pas. Elle se libère, lentement, régulièrement et dans toutes les directions, y compris vers le bas dans le sol et vers l'extérieur, vers la tige et la zone racinaire de la plante qui se trouve à côté. La bouteille devient un radiateur thermique à libération lente, non pas en raison d'une technologie spéciale, mais en raison des propriétés physiques fondamentales de l'eau et de la façon dont la chaleur se déplace des objets plus chauds vers les objets plus froids. 2 litres d'eau refroidissant, par exemple, de 18 degrés à 4 degrés, libèrent environ 117 000 joules d'énergie thermique dans l'environnement immédiat. Ce n'est pas une quantité insignifiante. Répartie dans le microclimat entourant immédiatement un jeune plant de tomates, un espace d'environ 1 demi-mètre cube, cette énergie est suffisante pour augmenter la température ambiante de plusieurs degrés par rapport à l'air libre. Des recherches publiées dans la documentation de vulgarisation agricole de l'Oregon State University au début des années 1990 ont documenté des différentiels de température de 3 degrés à 6 degrés dans la zone protégée autour des conteneurs de masse thermique remplis d'eau par rapport au sol nu non protégé lors des nuits de gel. Pour les jeunes plants de tomates, qui subissent des dommages cellulaires à des températures soutenues inférieures à 1,1 degré Celsius, un tampon de 4 degrés C n'est pas une commodité. C'est une question de survie. Et c'est la partie qui devrait vous mettre réellement en colère, car cette information n'est pas obscure. Elle n'est pas cachée dans des recherches classifiées. Elle se trouve dans les manuels de thermodynamique de base, dans les publications de vulgarisation agricole, dans l'histoire documentée des systèmes agricoles de l'altiplano. La physique est comprise depuis plus d'1 siècle. L'application au jardinage domestique a été démontrée clairement et à plusieurs reprises dans les années 1970. Il n'y a pas de controverse scientifique ici, pas de débat en cours sur le fonctionnement de la masse thermique. La seule question à laquelle quiconque dans l'industrie du jardinage semble réticent à répondre clairement est la raison pour laquelle cette approche n'a jamais fait son chemin dans la conversation grand public sur la protection contre le gel. Une conversation qui se termine toujours par une recommandation de produit et un prix. Cette conversation sur qui profite du fait de vous maintenir dépendant de solutions achetées est exactement là où nous allons ensuite. Mettons un chiffre sur l'industrie à laquelle vous êtes confronté, car l'échelle est importante lorsque vous essayez de comprendre pourquoi certaines connaissances sont amplifiées et pourquoi certaines connaissances sont discrètement mises de côté. Le marché mondial de l'horticulture sous serre était évalué à environ 42 milliards de dollars en 2022. D'ici 2030, les analystes de Grandview Research prévoient qu'il dépassera les 70 milliards de dollars. Le segment des produits de protection contre le gel, à lui seul, couvertures de rang, toiles anti-gel, sprays antitranspirants, câbles électriques chauffants pour le sol, radiateurs portables au propane pour les vergers, représente des milliards de dollars de ventes au détail annuel
en Amérique du Nord et en Europe. Aux États-Unis, le marché du jardinage domestique a globalement dépassé les 6,1 milliards de dollars en 2023, selon la National Gardening Association, et les produits de protection contre le gel figurent parmi les catégories à plus forte marge de ce marché. Une bouteille de spray de protection contre le gel se vend entre 14 et 25 dollars et couvre peut-être 15 à 20 plantes par application. Une couverture de rang de qualité, pour une petite plate-bande surélevée, coûte de 30 à 60 dollars et se dégrade en 2 ou 3 saisons. Un châssis froid de base avec un couvercle en polycarbonate commence à 80 dollars et grimpe rapidement à partir de là. Une serre portable d'entrée de gamme pour un jardin domestique, le genre que l'on voit annoncé dans tous les catalogues de jardinage à partir de février, coûte entre 200 et 600 dollars. Considérez maintenant ce dont vous avez réellement besoin pour le système de masse thermique à bouteille noire. Une bombe de peinture noire mate. 4 à 6 dollars dans n'importe quelle quincaillerie, assez pour peindre 30 à 40 bouteilles. Les bouteilles, elles-mêmes, 0 dollars, récupérées dans votre recyclage. De l'eau pour les remplir, 0 dollars de votre robinet. Investissement total pour un système capable de protéger 8 à 12 plants de tomates à travers de multiples épisodes de gel pendant toute une saison. Moins de 6 dollars. Potentiellement moins de 3 dollars si vous avez déjà de la peinture noire sous la main. Cet écart, entre 3 et 500 dollars, n'est pas un écart d'efficacité. C'est un écart de marketing. Et c'est un écart qu'une industrie de 70 milliards de dollars a un intérêt financier profond à maintenir. Ce n'est pas une conspiration au sens dramatique du terme. Aucun dirigeant ne s'est assis dans une salle de réunion et n'a donné la directive de supprimer la méthode des bouteilles d'eau. Le mécanisme est bien plus banal et bien plus répandu que cela. C'est la simple arithmétique de l'attention et de l'incitation. Les magazines de jardinage génèrent des revenus grâce aux annonceurs qui vendent des produits de protection contre le gel. Le personnel des jardineries est formé aux produits que leurs magasins proposent et non à la physique de la masse thermique. Les chaînes YouTube de jardinage, avec un large public, attirent des parrainages d'entreprises vendant des couvertures de rang et des châssis froids. L'écosystème d'information autour du jardinage domestique n'est pas neutre. Il est façonné, à tous les niveaux, par les intérêts financiers des personnes qui bénéficient lorsque votre solution implique un achat. Et le résultat est que la majorité des jardiniers amateurs en 2024 n'ont jamais entendu le terme masse thermique dans le contexte de la protection contre le gel. Ils ont entendu parler de toiles anti-gel. Ils ont entendu parler de châssis froid. Ils ont entendu parler de spray de protection contre le gel, qui, et ce détail vaut la peine de s'y attarder un instant, fonctionne principalement en recouvrant les surfaces des feuilles d'un film antidesséchant qui offre peut-être 2 degrés de protection dans des conditions idéales pour une seule nuit avant qu'il ne se lave ou ne se décompose. 25 dollars pour 2 degrés de protection, une nuit à la fois. Contre un principe physique gratuit qui offre 4 degrés à 6 degrés de protection passivement chaque nuit où vous le déployez pendant autant de saisons que les bouteilles durent. L'industrie des serres de 42 milliards de dollars à l'heure actuelle est construite, en grande partie, sur l'hypothèse que vous ne connaissez pas la capacité thermique massique de l'eau, que vous ne savez pas ce que la peinture noire mate fait à l'absorptivité solaire, que vous opterez pour un produit plutôt que pour un principe. Et chaque année, cette hypothèse s'avère correcte pour des millions de jardiniers. Cette industrie se développe, ses marges restent saines, et les bulletins de vulgarisation agricole de l'Oregon State University de 1992 restent enfouis dans les archives des bibliothèques que personne ne visite plus. Voici le changement d'identité sur lequel je veux que vous vous concentriez un instant, ici au milieu de cette vidéo. Vous n'êtes pas un consommateur de produits de jardinage. Vous êtes une personne qui comprend le transfert de chaleur. Ce n'est pas la même chose, et à partir de maintenant, vous ne ressentirez plus la même chose. Chaque fois que vous entrerez dans une jardinerie et que vous verrez un rayon de produits de protection contre le gel,
vous le verrez différemment, non pas comme une solution qui vous est offerte, mais comme un marché qui existe parce qu'un principe n'a jamais été expliqué. Ce n'est pas un petit changement. Cela change toute la relation entre vous et l'industrie qui vous vend la météo. Mais je veux être honnête avec vous ici, car cette chaîne ne fait pas de fausses promesses, et la méthode de la masse thermique, aussi puissante soit-elle, a de réelles limites que vous devez comprendre avant de vous y fier. Elle fonctionne exceptionnellement bien dans la plage de température qui tue la plupart des jeunes plants de printemps, les épisodes de gel de 1 degré C à 4 degrés qui arrivent de manière inattendue en avril et en mai. Dans cette plage, les bouteilles d'eau noire correctement déployées offrent une protection robuste et fiable. En dessous de 5 degrés C maintenus pendant plusieurs heures, le tampon thermique commence à s'éroder. Les bouteilles libèrent leur chaleur stockée plus rapidement qu'elles ne peuvent compenser le froid qui s'intensifie, et à 7 degrés ou moins, vous dépassez ce que la masse thermique passive seule peut gérer de manière fiable. Si vous vivez dans un climat où les fortes gelées de fin de saison descendent régulièrement en dessous de 5 degrés secs, vous devez savoir que cette méthode est un outil puissant dans votre kit, pas le seul outil. Le fait de l'associer à une simple couverture flottante sur les rangs, les nuits où l'on prévoit des températures inférieures à 4 degrés C, étend considérablement la portée effective, et le coût combiné des bouteilles et d'une seule couverture de rang reste bien inférieur à 20 $. Les limites sont réelles. La méthode est toujours remarquable. Et maintenant que vous comprenez à la fois la science et le contexte, il est temps de parler de la façon exacte de construire ce système dans votre propre jardin, jusqu'au nombre de bouteilles, à l'angle de placement et à l'erreur que presque tout le monde commet lorsqu'il essaie cette méthode pour la première fois. C'est la partie où tout devient vôtre. Pas un concept, pas un principe qui traîne dans un manuel de physique, mais bien le vôtre. Quelque chose que vous pouvez faire demain matin avant que le soleil ne se lève, avec des matériaux que vous avez déjà, pour un jardin qui survivra à ce que celui de votre voisin ne peut pas. Commençons par les bouteilles elles-mêmes, car la sélection est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Vous avez besoin de bouteilles de 2 litres au minimum, la bouteille standard de soda ou d'eau que la plupart des ménages utilisent régulièrement. Plus c'est grand, mieux c'est. Une bouteille de 3 ou 5 litres stocke proportionnellement plus d'énergie thermique, et si vous avez accès à des bidons de HDPE d'un gallon, le genre dans lequel le jus ou l'eau distillée est vendue, ils sont excellents. La forme importe moins que le volume. Ce que vous construisez, c'est une batterie thermique, et comme toute batterie, la capacité détermine les performances. Les bouteilles fines et étroites perdent plus rapidement leur chaleur stockée par la surface par rapport au volume. Les récipients larges et trapus, avec une plus grande masse d'eau par rapport à la surface extérieure, sont des réservoirs thermiques plus efficaces. Si vous devez choisir entre une bouteille d'1 litre haute et étroite et une bouteille de 2 litres plus courte et plus large, prenez toujours celle de 2 litres. Avant de les peindre, lavez soigneusement les bouteilles et laissez-les sécher complètement. L'adhérence de la peinture sur le plastique est délicate, et toute humidité ou résidu sur la surface fera peler la peinture en une saison, ce qui annule l'objectif. Une fois sèche, appliquez 2 couches de peinture en aérosol noir mat, pas brillante, pas satinée, mat. La raison en est subtile, mais réelle. Les surfaces brillantes réfléchissent une partie du rayonnement entrant à certains angles en raison de la réflexion spéculaire. Une finition mate diffuse la lumière entrante dans tous les angles et maximise l'absorption uniformément tout au long de la journée lorsque le soleil se déplace dans le ciel. 2 couches vous donnent une couverture uniforme sans lacune. Laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer la suivante. L'ensemble du processus pour un lot de 12 bouteilles prend peut-être 20 minutes de travail actif et coûte moins de 6 $ en peinture.
Remplissez complètement les bouteilles d'eau et scellez les bouchons. C'est l'erreur que commettent presque tous ceux qui utilisent cette méthode pour la première fois. Laissez le bouchon ouvert ou ne remplir que partiellement la bouteille. Une poche d'air à l'intérieur de la bouteille réduit la masse thermique totale avec laquelle vous travaillez et un sommet ouvert permet un refroidissement par évaporation qui contrecarre partiellement la rétention de chaleur que vous essayez de créer. Bouteille pleine, bouchon bien scellé. Voilà votre batterie thermique en état de marche. Maintenant, le placement. Pour un plant de tomates standard, vous aurez besoin de 3 à 4 bouteilles de 2 litres disposées en cercle autour de la plante, chaque bouteille touchant ou presque ses voisines, le cercle se trouvant à une distance maximale de 10 à 15 cm de la tige principale. Le but est de créer une enceinte, pas une étanchéité parfaite, mais une enveloppe thermique qui entoure la zone racinaire et la partie inférieure de la tige de tous les côtés. La chaleur rayonne vers l'extérieur à partir des bouteilles dans toutes les directions. Mais la partie la plus importante pour la protection contre le gel est ce qui se passe au niveau du sol et juste au-dessus, où l'air froid s'accumule et où la température de la zone racinaire est la plus critique. Placer les bouteilles près de la tige permet de concentrer l'air le plus chaud du microclimat exactement là où la plante est la plus vulnérable. Inclinez légèrement les bouteilles, vers l'intérieur au sommet si possible, en les penchant d'un angle de 10 à 15 degrés vers la plante plutôt que de les laisser parfaitement verticales. Cela a deux effets. Cela augmente la surface de la bouteille exposée vers le ciel et vers le soleil pendant les heures de pointe de l'après-midi, maximisant ainsi l'absorption de la chaleur. Et cela dirige le rayonnement thermique de la surface de la bouteille légèrement vers le bas et vers l'intérieur, vers la zone racinaire pendant la nuit, concentrant ainsi le dégagement de chaleur là où il est le plus nécessaire. Il s'agit d'un perfectionnement, pas d'une exigence. Les bouteilles verticales fonctionnent toujours bien. Mais si vous mettez en place un système que vous prévoyez d'utiliser à plusieurs reprises, la disposition inclinée surpasse systématiquement la disposition verticale dans les tests comparatifs documentés par des chercheurs en agriculture à petite échelle. Déployez les bouteilles au milieu de la matinée, tous les jours où les prévisions du soir annoncent des températures approchant 2 degrés ou moins. Ce timing est essentiel et c'est la deuxième erreur la plus fréquente que les gens commettent avec cette méthode. Si vous attendez la fin de l'après-midi pour installer vos bouteilles, elles n'ont pas eu suffisamment de temps pour absorber leur pleine charge solaire pour la journée. Une bouteille placée à 15 heures par un après-midi nuageux contient peut-être 40% de l'énergie thermique qu'elle contiendrait si elle était placée à 9 heures par un matin clair. Le système fonctionne sur l'énergie stockée, l'énergie qui doit être collectée avant l'arrivée du froid. Donnez à vos bouteilles une journée complète d'exposition au soleil, avant qu'elles n'aient besoin de fonctionner. Les jours où le matin est ensoleillé et l'après-midi nuageux, le déploiement matinal est particulièrement important car la couverture nuageuse de l'après-midi réduit considérablement l'efficacité de la charge. Le matin, après une nuit de gel, laissez les bouteilles en place jusqu'à ce que la température ambiante ait dépassé 5 degrés et que la menace immédiate de gel ait disparu pour la journée. Les retirer trop tôt un matin où les températures sont encore proches de zéro gaspille l'énergie thermique résiduelle encore stockée dans l'eau et supprime la zone tampon de protection pendant les premières heures vulnérables du matin, lorsque les températures sont souvent encore à leur point le plus bas du cycle nocturne. Un perfectionnement supplémentaire qui ne coûte rien. Les nuits, où les prévisions descendent en dessous de 3 degrés Celsius, drapez une seule couche de papier journal, de jute ou de tout tissu lâchement tissé sur le dessus du cercle de bouteille, pas serré contre la plante, juste posé sur le dessus des bouteilles comme une tente lâche. Cela emprisonne l'air chaud qui monte des bouteilles et du sol à l'intérieur de l'enceinte, transformant votre système de masse thermique ouvert
en quelque chose de plus proche d'un châssis froid miniature. Le tissu lui-même n'offre presque aucune protection contre le gel. Mais il agit comme une barrière contre la perte de chaleur par convection. Le processus par lequel l'air chaud monte et est remplacé par de l'air froid provenant de l'extérieur de l'enceinte. Il a été démontré dans les recherches de vulgarisation qu'une seule couche de papier journal ajoute 1 Liberty à 2 degrés de protection efficace supplémentaire lors des nuits calmes et claires où le gel radiatif est à son pire. Vous utilisez la physique sur la physique et le coût total de l'amélioration est nul. Le système complet, 12 bouteilles, un aérosol de peinture, 12 bouchons hermétiques, disposés en cercle de 3 autour de 4 plants de tomates, déployés au milieu de la matinée, complétés par du papier journal lors des nuits de fort gel. Coûte entre 3 et 6 dollars, selon que vous achetez de la peinture ou que vous en avez déjà. Il protégera vos semis contre le gel jusqu'à environ 4 degrés C de manière fiable et jusqu'à 5 degrés C avec l'ajout de tissu pendant toute une saison printanière sans aucun investissement ou entretien supplémentaire, si ce n'est de remplir les bouteilles d'eau une fois et de les laisser en place. Voilà le système. C'est tout ce dont vous avez besoin. Et si cela semble presque insultant de simplicité, compte tenu de la physique qui le sous-tend, ce sentiment est exact, car le fossé entre la simplicité de cette solution et la complexité de ce que l'industrie du jardinage vous vend à sa place n'est pas un accident. C'est tout le modèle économique. Il arrive un moment dans la vie de chaque jardinier, généralement après une perte, après un matin noirci par le gel, après s'être agenouillé dans la boue à côté de quelque chose qui était vivant hier, où vous vous demandez pourquoi personne ne vous l'a dit plus tôt. Pourquoi l'information qui aurait pu sauver cette plante, cette saison, cet investissement de temps et d'espoir n'était pas simplement disponible, n'a pas simplement été remis au centre de jardinage avec le semis que vous achetiez. Cette question mérite une réponse honnête. Et la réponse honnête est que l'information était disponible. Elle a toujours été disponible. Les agriculteurs de l'Altiplano l'avaient en 500 après JC. Les chercheurs en vulgarisation agricole l'ont documenté dans les années 1970 et 1980. La physique figure dans les manuels universitaires depuis plus d'un siècle. La connaissance n'a pas disparu parce qu'elle était fausse. Elle s'est retirée parce que l'infrastructure économique du jardinage moderne a été construite autour d'un modèle différent. Un modèle dans lequel votre incertitude est un atout. Votre dépendance est une source de revenus. Et votre matin noirci par le gel est une opportunité de vous vendre quelque chose pour la prochaine fois. C'est le système dans lequel vous avez fonctionné. Et comprendre ce système, vraiment le comprendre, pas seulement comme une critique abstraite, mais comme une description concrète de la raison pour laquelle vous personnellement ne connaissiez pas la masse thermique et les bouteilles noires jusqu'à aujourd'hui, est en soi une forme de libération. Parce qu'une fois que vous voyez l'architecture de ce système, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous commencez à poser des questions différentes au centre de jardinage. Vous commencez à regarder les recommandations de produits avec un autre type de scepticisme. Vous commencez à rechercher des principes avant de faire des achats. Et c'est là que je veux parler de quelque chose de plus grand que les semis de tomates et les bouteilles en plastique. Car cette vidéo n'a jamais vraiment porté uniquement sur la protection contre le gel. Il s'agissait de la relation entre la connaissance et l'autonomie. De qui contrôle l'information qui détermine si votre jardin prospère ou échoue, et de ce que cela vous coûte, en dollars, en pertes, en saison de dépendance, lorsque cette information est filtrée par un marché qui profite de son caractère incomplet. L'industrie des serres, qui pèse 50 milliards de dollars, continuera de croître. Le spray de protection contre le gel continuera à se vendre au détail à 25 $, le flacon qui couvre 15 plantes pour une nuit. Les catalogues de jardinage continueront d'arriver en février, remplis de magnifiques photographies de châssis froids, de tunnels en polyéthylène et de tapis de propagation chauffants. Rien de tout cela ne changera à cause d'une vidéo,
ou d'un jardinier qui a compris que les bouteilles noires et l'eau font ce qu'une serre à 400 $ fait, pour 3 $. Mais vous avez changé. Vous êtes arrivé à cette vidéo en tant que personne qui possédait probablement un produit de protection contre le gel ou qui prévoyait d'en acheter un. Vous la quittez en tant que personne qui comprend la capacité thermique massique, l'absorptivité solaire, l'ingénierie du microclimat et la suppression historique des connaissances agricoles à faible coût par les intérêts industriels. Ce n'est pas un petit changement. C'est la différence entre un client et un praticien, entre quelqu'un qui achète des solutions et quelqu'un qui comprend suffisamment les problèmes pour les résoudre avec ce qu'il a sous la main. Les agriculteurs de l'altiplano n'ont pas attendu un produit. Ils ont vu leur récolte mourir sous le gel pendant suffisamment de saisons pour comprendre que les pierres sombres contenaient quelque chose que les pierres pâles n'avaient pas. Ce n'étaient pas des scientifiques. C'étaient des observateurs, des personnes qui ont été attentives assez longtemps et avec suffisamment de soin pour que le monde naturel leur révèle ses principes de fonctionnement. Cette capacité à observer, à remettre en question, à expérimenter avec ce qui est déjà disponible plutôt que d'acheter ce qui est vendu, n'est pas une compétence qui appartient au passé. Elle appartient à quiconque est prêt à l'exercer. Partagez cette vidéo avec une personne qui jardine. Pas parce que cette chaîne a besoin de chiffres, bien qu'elle en ait besoin, et nous y reviendrons, mais parce que cette personne a probablement perdu des plantes à cause du gel et s'en est prise à elle-même, ou a blâmé la météo, ou est allée acheter quelque chose qui a à moitié fonctionné et qui a coûté trop cher. Donnez-leur la physique. Donnez-leur l'histoire. Donnez-leur la solution à 3 $ qu'une industrie de 50 milliards de dollars a passé 40 ans à s'assurer qu'ils ne la rencontrent jamais dans un centre de jardinage. Si cette chaîne signifie quelque chose pour vous, si l'idée de récupérer les connaissances agricoles supprimées et de les remettre entre les mains des personnes qui peuvent les utiliser signifie quelque chose pour vous, alors s'abonner ne consiste pas à soutenir une chaîne YouTube. Il s'agit de participer à quelque chose qui va directement à l'encontre des intérêts de toutes les entreprises qui ont un jour profité de votre incertitude en matière de jardinage. Chaque abonné est une personne de plus qui recherchera un principe avant de rechercher un produit. Cela compte. Cela se cumule. C'est, d'une manière petite et discrète, une forme de résistance. La prochaine vidéo sur cette chaîne va vous mettre en colère de la meilleure façon possible. Nous allons nous plonger dans l'histoire d'un amendement du sol qui a été utilisé par des civilisations sur 3 continents pendant plus de 2000 ans, qui a presque entièrement disparu des pratiques agricoles au XXe siècle et qui a été discrètement redécouvert par un chercheur dans le bassin amazonien dans les années 1990. Un chercheur dont les conclusions ont été largement ignorées par la communauté agricole dominante pour une raison qui vous semblera très familière au moment où nous aurons terminé. Il coûte moins de 5 $ à fabriquer chez soi. Il surpasse les engrais commerciaux dans les essais évalués par des pairs. Et presque personne n'en parle. Cette histoire est pour bientôt. Assurez-vous d'être là pour la découvrir.